Bonjour à tous. Vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux et heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. So hello everyone and welcome to this. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Diversité et Inclusion, renforcer l'établissement et l'intégration des communautés en communauté avec RIVCB. Et nous sommes And I am Amsa. très heureux de vous avoir. Je suis la responsabilité de l'engagement francophone et Raleigh Tano est coordinateur des migrations for RIF BC. And we wish to thank. Soutien apporté. Mais avant de commencer, tout d'abord signifier que AMSA, organisme cadre provincial, reconnaît que la Colombie-Britannique se trouve sur les territoires non cédés des Premières Nations qui habitent ces terres depuis des temps immémoriaux. Elle admet que ces activités se déroulent sur les territoires traditionnels non cédés des nations Squamish et Tsleil-Waututh et est reconnaissante du privilège que nous avons de pouvoir travailler sur ces territoires. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Coralie Tano de Réseau Francophone Immigration British Columbia, qui va présenter un aperçu de ce qui se passe avec les nouveaux arrivants et ce qui se passe avec l'association culturelle. Coralie. Merci Amanda, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Je suis accompagnée aujourd'hui avec deux de mes collègues, Orly Moulanga et Saskia Mousso, ainsi que Martin Belporo, en renfort dans l'équipe pendant quelques semaines. Alors Saskia était aux manœuvres de la préparation de cette rencontre. Elle est bien parmi nous aujourd'hui, malheureusement souffrante. Donc je vais me faire son porte-voix. Je tiens d'abord à souligner et reconnaître que j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui des territoires non cédés des peuples salish du littoral, y compris les territoires des nations Musquam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je remercie AMSA et en particulier Amanda pour cette belle collaboration autour de ce webinaire et surtout je remercie sincèrement tous les intervenants qui vont venir vous parler et avec qui nous avons eu un grand plaisir de préparer cette rencontre. Nous avons la chance donc de réunir des participants de tous horizons, des organismes de la communauté francophone et des fournisseurs de services non francophones pour réfléchir ensemble aux enjeux de l'établissement et de l'intégration des communautés francophones racialisées qui nous permet de souligner et de célébrer ensemble le mois de l'histoire des Noirs. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose tout d'abord de partir à la rencontre de la communauté francophone de Colombie-Britannique à travers une petite vidéo promotionnelle sur les services offerts aux nouveaux arrivants. C'est faire un grand saut dans l'inconnu et perdre certains de ses repères. En tant que nouvel immigrant francophone, il se peut qu'on ne comprenne pas tout, qu'on ne contrôle pas tout. Mais une fois les premiers pas posés sur le sol canadien, l'aventure devient réelle. Tout devient plus clair. En Colombie-Britannique, les nouveaux arrivants ont la chance de bénéficier d'une large gamme de services et de ressources en français pour s'installer, s'intégrer, se soigner et pleinement s'épanouir. Une véritable chance de pouvoir vivre aussi bien près de l'océan, au cœur des vignobles ou au sommet des Rocheuses. Se sentir chez soi grâce à eux, grâce à vous. 2 semaines avant, on ne savait pas qu'il y avait des associations francophones qui sont là pour aider justement à s'intégrer. Quand j'entre en contact avec eux 2 semaines avant, il me dit écoute, ça tombe bien, si tu es toujours intéressé, il y aurait une maison qui se libérerait tel jour. Et ça tombait exactement à la période où on arrivait. Donc c'était un rêve quoi. Le fait qu'il nous ait accueillis comme ça, pour moi sur le champ, c'était un peu devenu comme une famille. L'autre facteur important, c'est qu'avec nos interlocuteurs, on s'exprimait en français. Parce que je fais partie de ceux qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Ils ont contribué à 80% à notre intégration de façon très rapide.
Non seulement pour moi, c'est une chance de pouvoir enseigner dans ma langue maternelle, mais je pense qu'on arrive aussi à offrir cette chance-là aux familles qui arrivent ici puis qui aimeraient que leur enfant reçoive un enseignement en français de qualité. Et ce, même si on est dans une province qui est en majorité anglophone. Notre force, c'est de tous vouloir s'exprimer en français, puis on partage cette langue-là. C'est vraiment une très, très grande diversité. Je pense que ça aussi, c'est une force. Ça leur permet d'être ouverts d'esprit, d'être curieux envers les autres cultures. Dans un cadre grandiose, des services et des activités communautaires s'allient à une qualité de vie qui, grâce au réseautage professionnel, aux nouvelles rencontres et à un marché de l'emploi hautement diversifié, ouvre de nouvelles opportunités. Je pense qu'on avait un désir de faire quelque chose de différent et d'écologique et on était dans la construction. On a trouvé qu'on était supporté dans ce désir-là par la culture au BC. En général, c'est difficile de monter une entreprise, mais les services en français à qui on avait accès nous a vachement aidé dans la démarche de l'entreprise et nous a donné la confiance pour commencer la compagnie. Immigrer, c'est aussi aller à la rencontre de professionnels et de bénévoles qui aideront pleinement à l'épanouissement de chacun. S'il y a une bonne raison de vivre à Prince-Georges et d'y rester, c'est d'abord sa communauté francophone. À la fois présente, très... L'avantage que j'ai en fait dans la pratique de mon métier est que je suis moi-même nouvel arrivant, donc sans prétention aucune, je connais les besoins des nouveaux arrivants. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Ça me fait du bien en fait, même sur le plan personnel, de toucher le côté humain, de pouvoir aider comme on m'a aidé moi-même un jour. L'accueil et la diversité des services en français n'ont pas de frontières. L'accès est disponible dans toute la province de la Colombie-Britannique. Les différents services offerts en français accompagnent les nouveaux arrivants dans leur parcours d'intégration, que ce soit trouver un logement, l'éducation en français, chercher un emploi et même la création d'une entreprise. Sans oublier qu'à travers les événements culturels et communautaires, ces nouveaux arrivants pourront rejoindre la communauté francophone dans toute sa diversité. Alors ensemble, vivons notre francophonie pleinement. Ensemble, créons notre histoire canadienne. Et vous, quand est-ce que vous arrivez en Colombie-Britannique? Du mois de l'histoire des Noirs, on tenait à souligner l'importance capitale que jouent les organisations ethnoculturelles, qu'elles soient formelles ou informelles, dans l'accueil, le soutien et l'intégration des nouveaux et nouvelles arrivantes francophones dans notre province. Ces organismes et associations sont des espaces privilégiés parce qu'ils sont un point de repère, de rencontre et de référence connue dans une nouvelle vie. En Colombie-Britannique, il existe plus d'une quinzaine d'associations et d'organismes développés par des membres des communautés d'origine africaine et afro-caribéenne. Vous en avez un petit aperçu ici. C'est un chiffre qui montre la richesse, la diversité et le dynamisme des communautés noires dans notre province. Au sein du réseau en immigration francophone, on a la chance de pouvoir compter sur deux de ces organisations, le Centre d'intégration des immigrants africains et l'Association canado-haïtienne de Colombie-Britannique. On espère aussi voir grandir la représentation de ces organisations autour de la table et davantage les faire connaître à la communauté. Les initiatives développées par ces associations sont nombreuses et elles ne sont pas seulement à portée culturelle, loin de là. Et comme on l'a souligné tantôt, bon nombre d'entre elles jouent un rôle majeur dans le bien-être et l'épanouissement des immigrants et des réfugiés. Pour le secteur de l'établissement, c'est donc là des opportunités de ressources et de collaboration qui sont essentielles. Et il existe d'ailleurs de nombreuses initiatives qui vont dans ce sens. C'est donc l'occasion aujourd'hui de les célébrer, ces initiatives, de les partager et de réfléchir ensemble aux manières d'aller plus loin pour pouvoir être encore plus unis dans la diversité. Voilà pour la petite introduction et il est maintenant grand temps pour moi de donner la parole au modérateur de cette rencontre, le professeur Moussa Magassa. Donc, professeur Magassa est docteur et éducateur du domaine des droits de la personne à l'Université de Victoria, spécialiste de la justice, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que de l'éducation antiraciste. Professeur, c'est un grand honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Coralie. Merci. Vraiment, c'est un honneur et aussi un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette conversation sur la diversité et l'inclusion. Mais surtout, c'est un grand honneur pour moi de le faire avec ce secteur qui est clé. Parce qu'en tant qu'un immigrant moi-même, je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire d'être un immigrant dans un pays. Et j'ai aussi bénéficié de ces super ressources que la communauté francophone a mis à ma disposition. I just say it is an honor for me to be here today. C'est un honneur pour moi aujourd'hui pour faire ce travail et de pouvoir parler et de partager avec chacun de vous. Et je suis très fière de pouvoir faire ceci avec la communauté francophone et de parler d'établissement et d'intégration parce que en tant que nouvel arrivant, je sais combien j'ai eu de chance de venir dans cette province et de trouver une communauté francophone qui m'a accueilli. Et donc aujourd'hui, la conversation, nous aurons deux personnes qui vraiment sont très haut placées dans mon cœur. Qui sont vraiment très chères dans mon cœur. So I will start with Dr. Godwin Enning, who is a retired professeur académique. Un professeur à la retraite et un consultant international. Et Enning, qui est universitaire à la retraite et consultant international dans le domaine de la santé. Mais aussi, je voudrais aussi vous présenter M. Paul Moulengo. Paul, qui est très cher à mon cœur parce que je l'ai connu depuis le jour que je suis venu au Canada. Et Paul Moulengo, il est directeur du Centre d'intégration pour les immigrants francophones. So Paul Moulengo is someone who is very dear to my heart. I met him the first day I came to Canada. Il est très cher dans mon cœur et je l'ai rencontré le premier jour de mon arrivée. Et il est directeur du centre d'intégration. C'est un honneur de pouvoir présenter ces deux personnes. Dans notre conversation aujourd'hui, je vais demander à Paul de commencer en nous parlant un peu son centre d'intégration pour immigrants francophones. Paul. Merci beaucoup, docteur. Je suis vraiment très ravi pour la modération aujourd'hui. Et puis, merci aussi pour le RIF, Caroline. Merci beaucoup aussi, Ansa, pour nous donner l'opportunité, surtout sur l'histoire de Mois de Noir, parce que c'est aussi de présenter qu'on vit et puis aussi on fait quelque chose. Donc, je suis le directeur du Centre d'intégration pour les immigrants africains qui a vu le jour en 2001 quand on est venu au Canada. Je suis venu au Canada en 1996. Bon, là, il n'y avait même pas beaucoup de Noirs. Donc, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, après, il y avait une récession terrible. On parlait deux langues, donc on parlait le français. Quand on est venu, directement, on est parti à l'Alliance parce qu'en Afrique, partout en Afrique, il y a l'Alliance francophone. Donc, nous, on savait que c'est l'Alliance qu'on peut faire. Après, on a dit qu'il y avait une fédération. Heureusement, on nous a vraiment très bien accueillis par la directrice. Depuis ce temps-là, on est membre de la fédération. Donc, qu'est-ce que le centre? Le centre, très court, on est là, c'est comme un pont. On est un pont entre les immigrants et le mainstream society. Donc, ce qu'on fait, on est avec les immigrants, comment maintenant traverser? Parce que quand on est dans un pays, quand on est quelque part, il faut avoir un pont pour traverser pour aller de l'autre côté. Donc, on joue ces rôles-là, c'est aider les immigrants, donc les immigrants et les réfugiés, comment traverser, aller dans une société canadienne. Donc, en ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de trucs avec la création des emplois, obtenir des informations, parce que les informations est vraiment quelque chose qui est vraiment très clé dans l'intégration. Parce qu'il y a deux intégrations qui sont positives et les intégrations négatives. C'est pour cela qu'avec le professionnalisme, on est là pour donner des informations vraiment positives pour aider à l'intégration. Merci beaucoup, Paul, and thank you so much, Paul. Merci beaucoup, Paul. Et donc, Paul, vous avez entendu
Paul, vous avez entendu l'interprétation. Son centre, c'est de créer ce pont pour les nouveaux arrivants afin de réussir leur intégration dans la société canadienne. Donc maintenant, je vais me tourner à Dr. Godwin Eni. I'm going to go to Dr. Godwin Eni and ask Dr. Eni to tell us a bit. Je vais demander au Dr. Godwin Eni de nous parler de son livre et je suis certaine qu'il vous fournira des informations parce que ceci serait vraiment intéressant pour vous de l'acheter. Et je connais Dr. Irwin depuis de nombreuses années. Dr. Eni, la parole est à vous. Après avoir vécu Dr. Eni n'est pas très audible pour l'interprète et s'en excuse. Pour les immigrants noirs venant d'Afrique, le défi inaudible, j'ai eu beaucoup de défis et j'ai utilisé mon expérience en tant qu'immigrant noir inaudible pour l'interprète comme étant un exemple de ce qui se passe pour les gens quand ils arrivent inaudibles pour l'interprète. Et dans le livre, je décris mon expérience dans inaudible pour l'interprète. Et le docteur Eni est très peu audible pour l'interpréter, s'excuse de l'interprétation coupée. Mais l'expérience des personnes noires, et particulièrement la discrimination, le racisme, l'intégration, l'établissement, et de pouvoir être évalué dans la société comme... Et dans le livre, je parlais des Blancs, du racisme blanc ou brun au Canada. Ce n'est pas juste les Blancs qui sont racistes envers les Noirs, c'est quelque chose qui se passe partout. Et je parlais également de la communauté noire. La communauté noire n'est pas juste un groupe ethnique. Il y a beaucoup de communautés au sein de la communauté noire. L'un d'eux étant la communauté de l'Afrique de l'Ouest et les Blancs, et après la communauté noire américaine et les Noirs qui sont nés au Canada, et particulièrement à Halifax et à d'autres endroits. Et donc, nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Et donc, dans le parle, je parle des différences entre les immigrants provenant d'Afrique et ceux qui ne sont pas nés en Afrique. Et donc, je pense qu'il est important de savoir que les décideurs politiques savent que ces groupes ont des intérêts séparés par rapport aux défis auxquels ils doivent faire face. Et j'ai payé attention aux étiquettes qu'on met sur les minorités. Et pourquoi est-ce qu'on met l'étiquette minorité visible? D'origine, nous sommes noirs. N'importe qui a une connexion avec un gène noir et fait partie d'une minorité visible, et on n'est pas invisible. Et donc, nous avons deux groupes au sein d'une même société, et ceci crée beaucoup de problèmes pour les Noirs. Et certaines personnes parlent du bas, du milieu, et comme les Noirs parlent du bas, au bas de l'échelle. En particulier, ceux qui sont nés en Amérique, les Premières Nations, parlent du bas de l'échelle. Et afin de pouvoir comprendre la société canadienne et la présence des Noirs au Canada, il faut regarder les politiques gouvernementales.
et le biculturalisme français, anglais, le biculturalisme. Et donc, il faut vraiment lire le livre pour comprendre beaucoup de choses parce que j'utilise des exemples personnels pour décrire les différents défis auxquels font face les Noirs au Canada. Merci, merci. Merci beaucoup, Dr. Henny, d'avoir partagé ce que vous pensez. Et donc, je pense qu'il est crucial que nous voyons ce que vous avez expliqué et décrit en ce qui concerne les différents Noirs et le concept des minorités. Là, tu nous as vraiment encouragé à repenser ces concepts de minorités visibles, mais surtout de ces différentes communautés noires qui vivent au Canada et que nous ne sommes pas tous les mêmes, nous ne venons pas des mêmes origines. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui impacte notre intégration. Merci. Tous qui êtes dans ce webinaire, all of you who are here in this webinar. Tous ceux qui participent à ce webinaire, je vous remercie profondément d'être parmi nous cet après-midi. Nelson Mandela me revient toujours à l'esprit que l'éducation est l'outil le plus puissant que l'on puisse utiliser pour transformer le monde. Et pour transformer le monde, il faut être soi-même le vecteur de changement. Nous devons réfléchir de façon critique sur nos façons de faire. Et je suis contente de voir que nous sommes ici, là, prêts pour faire cela. Vous êtes là aujourd'hui pour ces discussions. Surtout, cela me souvient de Nelson Mandela qui disait que l'éducation, c'est l'arme la plus forte et la plus effective pour changer le monde. Et comme disait l'autre aussi, pour changer ce monde, on doit commencer par soi-même. Et alors, j'espère que ces discussions que nous allons embarquer aujourd'hui vont nous permettre de pouvoir changer nos pratiques et aussi d'avoir de nouveaux outils. Alors, pour vous tous ici, on va commencer par une question. We are going to start with a question. And the question is... Nous allons commencer donc par une question. Et la question est simple. Dans le cadre de votre travail en établissement ou en tant qu'intervenant communautaire amené à rencontrer et à accueillir des personnes immigrantes francophones, quel est votre plus grand succès et votre plus grand défi pour ce qui est de desservir les nouveaux arrivants francophones racialisés? Donc, n'hésitez pas à indiquer vos commentaires dans la boîte de discussion. Donc, que vous mettez vos réponses dans le babillard. Donc, la question c'est comme suit. Dans le cadre de votre travail en établissement ou en tant qu'intervenant communautaire amené à rencontrer et accueillir des personnes immigrantes francophones, quel est votre plus grand succès et quel est votre plus grand défi pour servir les nouveaux et nouvelles arrivants francophones racialisés? Donc, on va donner ça 10 minutes et allez-y et commencez à poser vos réponses. This will take us maybe 10 minutes or less and please. Nous allons donc consacrer 10 minutes à peu près à cette question et n'hésitez pas donc à nous offrir vos commentaires, réponses et autres dans la boîte de discussion. Donc, quelqu'un dit nous n'avons pas de francophones, nous ne desservons pas des francophones dans notre institution parce que leur communauté est plutôt éloignée, isolée. Parce que leur communauté est très isolée. Oui. D'autres parlent de quand on n'est pas dans... When we are not from the community, it is difficult. Yeah. Ce serait donc difficile si on n'est pas de cette communauté. Il faudrait savoir quels sont les besoins des nouveaux arrivants, les besoins particuliers, spécifiques, pour pouvoir leur offrir les services adéquats. Des immigrants, des francophones qui aident avec l'intégration et l'établissement des nouveaux arrivants. As you know, comme vous savez, tout ceci sont en train d'être traduits, si c'est de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais. Donc, n'hésitez pas à parcourir tout ça vous-même, mais juste pour vous dire certains de ces... Je lisais pour vous certains des commentaires reçus. C'est surligné ici que lorsqu'on ne fait pas partie de sa communauté francophone, c'est difficile. So, if you are not a francophone in the community, it is difficult to provide those services in English.
Si on n'est pas de la communauté francophone, c'est donc difficile d'offrir des services en anglais. So, one of the success someone highlighted is une personne a indiqué que l'une des marques de réussite, c'est la gratitude que les nouveaux arrivants ressentent du fait d'immigrer au Canada. Une autre personne a indiqué que la francophone communauté se trouve isolée et préfère souvent se retrouver à travailler de façon fragmentée ou en silo. En isolation, pardon. Aux ressources francophones en Colombie-Britannique pour pouvoir aider avec l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants. Someone says that Personne indique que la réussite dans ce domaine pour remplir ce mandat, c'est que lorsque l'on dessert des personnes qui sont racistes, c'est à ce moment-là que l'on peut apprendre, tirer des expériences et découvrir comment surmonter. Une autre personne indique qu'ils ne sont pas francophones, mais ils ont pu donc faire du bénévolat au sein de l'institution francophone et je pense que ça a été une pratique exemplaire, une réussite en soi. Une minute de commentaire. I'm just going to let it run again for one extra minute. Someone is bringing that. Quelqu'un indique qu'il y a des difficultés dans le fait que les services du gouvernement sont limités dans le domaine de la santé, donc des services offerts en français, et que la marginalisation des talents et de l'expertise des francophones par rapport à certaines fonctions, les ingénieurs, les artistes, et donc le fait que leurs compétences et qualifications ne sont pas reconnues. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a 20 ans, en tant que nouvel arrivant au Canada, j'ai vécu tout ceci. Et je me rappelle mon premier emploi qui était, j'avais peur d'être refusée donc, pour ce poste parce que j'étais justement trop qualifiée. Donc, quand on est qualifié, on n'est pas reconnu. Et quand on n'est pas qualifié, on nous dit, vous n'êtes pas qualifié. Donc, c'est un défi pour bien d'entre nous. Mais là, il y a aussi de grandes réussites, de belles réussites. Il y en a une, par exemple, un commentaire qui dit qu'une des réussites, c'est de sensibiliser, de faire connaître à la communauté, surtout la communauté de gens privilégiés de race blanche, de les rendre plus conscients de ce racisme systémique. Un autre point de réussite serait d'aider et de promouvoir un emplacement, c'est-à-dire un espace où les femmes francophones victimes de violences conjugales puissent s'exprimer et puissent également aller de l'avant à partir de là. Alors, tout ce que je vois de l'anglais vers le français et vice-versa. Donc, il est très important et beaucoup de personnes ont insisté qu'il est très important d'avoir des travailleurs en intégration et en établissement qui sont des francophones et qui parlent le français. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. So, I'm going to stop here and thank you so much for your contribution. We're going to go to the panel. Donc, je vais m'arrêter ici et nous allons aller sur le panel. Donc, ces partages, vous pouvez continuer à les lire. You can keep reading this chat, but let's move to the panelists now. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au panel. Nous allons écouter l'expertise et l'expérience pertinente de M. Paul Mulengou et de Dr. Godwin Eni. What I want us to now do is... Je voudrais que nous fassions maintenant, c'est de nous mettre à l'écoute de l'expertise de ces deux panélistes, de ces deux conférenciers, quant à leur expérience, leur expertise dans ce domaine de l'immigration. Je vais commencer par leur poser des questions dans les deux langues et chacun donc aura la chance de réagir. Donc, je commence avec M. Paul Mulengou. Paul, si vous êtes prêt. Ma première question, Paul, c'est quels sont, d'après vous, les enjeux particuliers auxquels font face les communautés francophones ou communautés racialisées en termes de leur intégration au Canada?
In your opinion, what are the particular challenges? Votre opinion, quels sont les défis particuliers auxquels font face les communautés francophones racialisées quand on parle de leur intégration? Surtout que j'étais vraiment très content avec d'autres amis qui avaient dit la visibilité. Donc, rendre plus voyant la minorité visible. Donc, si on ne te voit pas, on ne peut pas te connaître. Aussi, une famille qui n'a pas d'adresse ne peut même pas savoir où ils sont. Donc, la difficulté, c'est d'abord l'adresse. Aussi, francophone. Quelle est la définition? Qui est francophone? Est-ce que c'est francophone mondial ou bien francophone canadien? Et puis, aussi, beaucoup de francophones, on a aussi des besoins qui sont vraiment très différents. Il y a les gens qui sont venus comme des réfugiés. Par exemple, je me suis toujours dit, par exemple, moi, j'ai quitté le Congo, je suis allé en Zambie comme un réfugié. J'étais ingénieur métallurgiste, mais en arrivant en Zambie, la Zambie, c'est un pays anglophone. J'ai fait 6 ans dans le camp de réfugiés, je n'ai pas travaillé. Quand on vient ici maintenant au Canada, tout est vraiment, on ne sait pas ce qu'on peut faire, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? On part à la langue, parce que quand on est francophone, c'est que j'ai toujours dit qu'on compte en français. C'est difficile d'un francophone de compter en anglais. On rêve aussi en français. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'intégration? L'intégration, c'est vraiment très facile quand on vous accepte et quand on est ensemble et quand aussi on voit que nos enfants et nous-mêmes, on a de travail, on est intégrés. Tu vois, quand on est venu ici, on a admiré nos aînés, par exemple le docteur Ami, qui était anglophone. On les admirait beaucoup parce qu'on voyait en eux un docteur noir. Mais on n'avait pas des exemples de docteurs français. Heureusement, docteur Moussa, vous êtes venu, il y a docteur Bassirou qui est venu, il y a Mambo qui est venu. On a vu aussi que, oh, il y a aussi des gens qui sont des docteurs qui peuvent aussi nous aider. C'est en voyant les autres dans de avant-plan qu'on voit qu'on est intégré. Si on n'a pas des exemples, nos enfants, rien. Je vais vous donner l'exemple. Il y a un temps ici, il y avait le problème de beaucoup de gens qui avaient l'argent, qui faisaient le 411, qui volaient. Il y avait nous qui étaient partis à l'école, mais qui n'avaient pas l'argent. Maintenant, nos enfants disaient, mais toi, tu es parti à l'école, mais tu vois l'autre là. Il est bien, il a une voiture, il a ceci, mais toi, tu es parti à l'école pour faire quoi? Donc, il n'y avait pas beaucoup de modèles. C'est pour cela que beaucoup de francophones n'ont pas pu vraiment s'intégrer. Heureusement, quand on a créé le centre, beaucoup de gens maintenant voyaient le centre vraiment quelque chose de bon. Je vous donne l'exemple, Black History Month. Quand on a commencé en 2001, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient qu'il y avait Black History Month. Le centre a commencé à vraiment célébrer l'histoire des mois des Noirs. Heureusement, maintenant, j'ai vu que tout le monde célèbre l'histoire des mois des Noirs. On est vraiment très contents. Parce qu'avant, c'était seulement le centre qui faisait les célébrations des mois des Noirs. Donc, pour nous, c'est quoi? Rendre plus voyant la minorité visible. Parce que quand on fait la célébration du mois de Noir, ce n'est pas seulement célébrer, c'est nous rendre, dit qu'on est là. Parce qu'avant, on était toujours des clients. Tu vois, maintenant, on a vu que nos enfants, maintenant, commencent à percer. Tu vois. Et puis, deuxième exemple, quand on avait formé le centre, on avait vu, on a vraiment changé beaucoup de lois
Mais beaucoup de gens ne savaient pas qu'on avait changé beaucoup de lois. On avait beaucoup changé de lois. Exemple pour l'habitation. BC Housing, quand on venait ici, il faut faire 2 ans pour vous accepter sur BC Housing. Mais quand on est venu, on a dit non, non, on a changé maintenant que tu peux venir ici et appliquer. De grandes familles. Nous, on avait des grandes familles. Mais ici, il n'y avait pas de grandes familles. On a introduit, non, nous, on a des grandes familles. Aussi, les hommes célibataires. Moi, je suis venu ici en tant qu'homme célibataire avec mes 2 enfants. Mais ici, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas. Je ne savais pas que tu peux être en Afrique, ta femme peut mourir, ou bien tu as un divorce, mais tu viens avec des enfants. Il n'y avait pas de service des hommes célibataires, il n'y avait que seulement le service des femmes célibataires. Maintenant, qu'est-ce que la francophonie? Culture. C'est une symbiose de culture. C'est la langue qui nous unit. Après, quand la langue nous unit, maintenant, comment est-ce qu'on peut aller en avant? Je vais vous donner l'exemple. Moi, quand je suis venu ici, en 1996, je suis passé par 7 job clubs. Maintenant, ce job club-là, parce que nous tous, quand on vient, on connaît que le Canada, c'est bilingue. Donc, même ici, tu peux travailler en français. Alors qu'ici, c'est difficile de travailler en français. Qu'est-ce qu'on a fait? Chaque fois quand on est dans le job club, il y avait nos amis anglophones, d'autres amis qui trouvaient les emplois. Mais nous, on ne trouvait même pas les emplois et puis, on parlait même les 2 langues, français et anglais. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour cela qu'on avait créé le centre d'intégration. Le centre d'intégration, c'était pour refaire beaucoup. Quand, par exemple, on dit que, j'ai vu dans le chat, beaucoup de gens disent que nous, on n'a pas beaucoup de francophones, alors qu'on a beaucoup de francophones. La province ne savait même pas qu'il y avait les immigrants africains francophones. On est parti, on a dit non, nous, on est africains francophones, on parle français. Heureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Jusque maintenant, on a eu maintenant qu'il y a aussi beaucoup des organismes. Et puis, beaucoup de gens sont tombés dans le soir immigrants. Tu vois. Quand vous avez vu, quand Dr Annie a dit, il y a 2 différences des immigrants. Maintenant, quand on nous met dans le même bain, c'est difficile maintenant de s'intégrer. Oh, Paul, ici, ça m'amène à te demander une question. Arrête, pose un moment. La question que je vais te demander ici, c'est quelle initiative mise en œuvre par vous ou ton organisation en matière d'intégration qui te rend le plus fier? Je le dis en anglais. Donc, quelle est l'initiative en matière d'intégration que vous, toi ou votre organisation a mise en œuvre qui vous remplisse le plus de satisfaction? Rendre plus voyant la minorité visible. Donc, rendre plus voyant la minorité. La minorité visible. Donc, on n'est pas parce qu'on a pu s'intégrer, on a pu, par exemple, la création, quand on a célébré l'histoire du mois de Noir. Donc maintenant, quand on a commencé, maintenant c'est tout le monde qui s'élève. Quand aussi on a créé le centre d'intégration pour les migrants africains qui était maintenant le pont entre les immigrants et les réfugiés avec le mainstream et les autres. C'est ce qui nous a vraiment rendu qu'on est très proud, justement. Donc là, c'est super. Dr. Eni, just maybe to bring it back to you. Dr. Eni, pour revenir à vous, parce que Paul mentionne quelque chose qui est très crucial ici. Et l'un des points que j'ai relevé de ce qu'il a dit, c'est qu'avant, nos communautés se retrouvaient à être des personnes desservies, recevant des services. Et de nos jours, nous avons nos enfants, nos gens qui font partie de ceux qui offrent des services. Et ça, c'est un changement majeur. Et il est aussi très fier
que son centre et d'autres gens qui travaillent dans ce secteur, qui travaillent dans ce domaine, rendent la communauté noire plus visible et pour s'assurer que certaines des choses qui doivent être reconnues, comme par exemple le mois de l'histoire des Noirs, sont effectivement célébrées, honorées. Third question, and this one is, quel type d'aide fournissez-vous aux nouveaux arrivants immigrants, aux nouveaux immigrants dans votre centre, Paul? So, Paul, what type of assistance do you... Donc, quel type d'aide vous fournissez aux immigrants qui frappaient aux portes du centre d'intégration des immigrants d'Afrique, d'origine africaine? Connect2X, c'est un programme qui aide les immigrants à connecter et pour avoir les emplois. Il y a aussi information et intégration. Information et intégration, on fournit des informations sur l'intégration. Il y a aussi éducation et housing, et aussi le programme, c'est Community Resources. Qu'est-ce qu'il y a? On a une ressource que les gens viennent pour se connecter. Par exemple, pour le moment, il y a l'histoire des taxes. On fait les taxes au centre parce que beaucoup de gens, parce qu'avec l'histoire de Covid, il y a beaucoup de gens qui font au téléphone, mais avec nos gens, beaucoup de nos gens ne savent pas comment manier le Zoom, mais nous, on le fait sur place. Il y a aussi le recyclage. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu achètes des canettes, il y a ton argent que tu as remis. On fait aussi le recyclage. On dit aux gens que tu as remis ton argent, est-ce que tu peux récupérer? Donc, c'est en vendant ces canettes que tu récupères ton argent. Donc, ça, c'est l'environnement. Yeah. Wow. Paul, what you just saying is amazing. Et ce que tu venais de dire est formidable, que votre centre offre ces services qui facilitent l'intégration et l'établissement parce que ça relie les gens donc au travail, les prépare au marché de l'emploi, leur offre des renseignements pour s'établir, des informations aussi cruciales comme par exemple le logement, comment aider les gens, comment les relier aux ressources communautaires. Et aussi, par exemple, les services de préparation de la déclaration d'impôts. Je me rappelle à mon époque, avec mon superviseur Jerry Woon, c'était l'un des domaines de réussite, c'est de créer, si vous voulez, ces cliniques d'aide à la déclaration d'impôts pour les nouveaux arrivants à Burnaby. C'était un de nos projets les plus marquants. Donc maintenant, je vais poser une question au Dr Eni, mais Paul nous a déjà mis sur la voie pour parler de la diversité dans notre communauté. Et donc, Dr Eni, vous avez parlé de la diversité au sein de la communauté noire. So, Dr. Eni, my question for you, and I will repeat it also in French, is what do... Pour vous, je répéterai en français. Que signifie pour vous le terme diversité et inclusion, particulièrement dans le cadre de l'histoire des Noirs? Et inclusion pour vous, Dr. Eni, dans le contexte du mois des Noirs, de l'histoire des Noirs. First of all, en tout premier lieu, je voudrais complimenter Paul pour la réalisation, ses accomplissements dans ce travail qu'il a accompli. Parce que je me rendais à New Westminster pour l'encourager, pour l'appuyer. Et ce n'est pas tout immigrant qui a une vision de faire quelque chose. La diversité, c'est l'un de ces termes. Et je dirais un mot de rectitude politique que nous utilisons au Canada de nos jours pour, si vous voulez, circonvenir à certaines choses. Donc, par exemple, quand ça dit tout un chacun veut pouvoir siéger aussi à la table, être présent. Donc, quand vous allez dans les villes, vous avez les Chinois, les Noirs qui circulent dans la ville. Là, le Canada est effectivement un pays de haute diversité. Et ce que ça signifie pour moi, c'est que vous devez avoir des opinions à présenter aussi, à contribuer autour de cette table, de pouvoir être participatif dans le contexte
des gens de race noire, de la communauté francophone, de la communauté des gens des Philippines, de la communauté chinoise. Nous devons toujours, tous, chacun, pouvoir participer à pouvoir donner notre opinion, et pas simplement un groupe ou des enclaves ethniques en Colombie-Britannique. Mais donc, le point le plus important, là, c'est l'inclusion. Et je traite de ce thème depuis maintenant pas mal d'années. Et je voudrais que tout chacun se rappelle de ceci. Il est donc difficile de comprendre la notion de l'inclusion jusqu'à ce qu'on ait soi-même vécu l'exclusion. Très difficile pour comprendre ce qu'est l'inclusion, jusqu'à ce qu'on ait soi-même vécu le phénomène. Autrement, c'est si vous voulez, une notion floue académique, donc ça ramène à être inclus. Mais ce qui se produit avec la communauté francophone, et particulièrement la communauté noire d'origine africaine, c'est qu'ils ont eu des problèmes sérieux en matière d'inclusion. Numéro 1, ils sont de race noire. Donc nous avons des minorités visibles, toutes sortes de groupes au Canada qui ne parlent pas anglais en Colombie-Britannique. J'ai eu 2 Africains francophones qui sont venus avec moi au Canada. Je suis de race africaine. Mon épouse et moi, nous avons eu de la difficulté à communiquer parce que nous ne pouvions pas bien nous exprimer en anglais. Nous les avons aidés à apprendre l'anglais comme en tant que langue seconde. Donc, l'inclusion est très importante. Il ne s'agit pas là de la représentativité. Beaucoup de gens utilisent le terme de façon interchangeable, ce qui est tout à fait insensé d'après moi, parce que l'inclusion peut être utilisée par symbolisme. Par exemple, le gouverneur général qui est venu de l'Ottawa pour venir rencontrer la société civile, beaucoup de gens. J'étais le seul homme noir pourtant présent. Ils ont regardé autour et quand on a parlé de la représentativité, on m'a demandé de m'asseoir à la table d'honneur avec eux. Ça, ce n'est pas ce que je dénommerais comme étant l'inclusion, pas du tout. En fait, dans mon ouvrage, dans mon livre, j'ai expliqué ce que signifie l'inclusion, surtout pour les gens comme nous, les immigrants, particulièrement pour les gens donc de race noire. L'inclusion va au-delà de la tolérance, le fait de tolérer les gens. On peut tolérer et malgré tout rester raciste. Il ne s'agit pas de compter les pourcentages de gens noirs, francophones, canadiens en isolation. Ce n'est pas ça l'inclusion, dans un organisme, pardon. L'inclusion veut dire la participation essentielle, substantielle dans le processus de prise de décision. Donc, on demande une participation effective. On peut être un tambour qui sonne creux dans la salle, qui s'entend avec, qui acquiesce avec tout ce qu'il dit, mais il faut pouvoir participer à la prise de décision quand on n'est pas inclus dans la planification, dans la mise en œuvre de programmes, dans la création des objectifs. Non, parce que je sais d'expérience, parce que je dirigeais une organisation qui avait qui regroupait 125 sociétés culturelles. Chacun avait donc son propre objectif. Et ce qui se produisait parfois, c'est que, à moins de pouvoir d'être partie prenante de l'objectif de l'organisation, on se retrouvait exclu. Il faut payer votre adhésion et pour devenir membre. Il faut pourtant partager également les avantages à tirer de la participation associative. Par exemple, s'il y a des subventions qui sont adressées à tel ou tel groupe et qu'il n'y a qu'un groupe d'amis qui se retrouve en bénéficier et qu'on n'est pas inclus, on a peut-être plus avoir donné un vote pour pouvoir obtenir son inclusion et pourtant ne l'est pas. Je veux vous poser la question. Quand vous regardez, quand vous êtes arrivé ici, quelle était la différence dans votre inclusion qui vous a donné de l'espoir et qui vous a fait aller de l'avant? Si le docteur Hennig, quels sont les exemples d'inclusion? Trois choses.
des expériences. Une chose s'est passée en 70 et on était les seuls Noirs à Saskatoon. Et Gagnon, un résident médical, moi et un Africain de l'Est. On était des curiosités, on ne faisait pas partie de la société. Et c'était comme si on était tombé du ciel. Et la chose est qu'on s'est réunis. Le Ghanéen, celui de l'Afrique de l'Ouest, et moi-même, on s'est réunis. Et on est arrivé à faire tellement de choses que si on était seul, on n'aurait jamais pu faire. Et donc, c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la société civile. La deuxième chose était à Londres, en Ontario, en 73. Mon responsable, qui était juif et qui était responsable du département, était le superintendant. C'est lui qui m'a protégé. C'est lui qui m'a fait m'impliquer dans le système de décision à l'Institut de recherche. Et je n'aurais jamais eu ça s'il ne m'avait pas inclus. Et la troisième chose était un Africain de l'Ouest, professeur Dewey à UBC en 90. Quand j'étais à l'hôpital et j'ai joint la faculté, je flottais. Et donc, pour l'inclusion, il faut avoir un mentor. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide durant vos difficultés. Donc, le professeur Doyle m'a amené avec les Africains de l'Ouest et on a fondé l'Association des éducateurs noirs de Colombie-Britannique. Donc, c'était ces trois occasions. Merci infiniment, le Dr. Henny, et pour chacun de nous. Nous pouvons regarder ce qu'est l'inclusion. Paul, si tu allais nous définir ce que c'est l'inclusion en 3 mots, comme Dr. Henny l'a fait, quels seront ces 3 mots? Ah oui, je vais aussi... Merci beaucoup, Dr. Henny, qui a vraiment éclairci. Moi, je vais vous dire l'inclusion, c'est quand on a, avec Service Canada, j'ai eu une directrice, Morendini, qui est venue, qui dit, j'ai dit que non, il y a des services qui sont en français, qui sont en chinois, mais il n'y a pas de services qui reflètent, nous les Africains, sur les avantages de travail. La dame là a dit oui, il nous a donné ces services. C'est ce qui a fait le centre. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Paul, il ne faut jamais décevoir. Est-ce que vous avez les nombres? Je lui ai dit, avec notre service, ConnectWec, on a fait vraiment beaucoup. Il y avait 90% de réussites. Les gens qui venaient chaque fois au centre trouvaient les emplois. Tu vois, c'est ça l'inclusion. Aussi, avec, je suis membre de RIAC pour Correction Canada. Donc, tout ce que j'ai dit à propos de prisonniers, ça se fait. Tu vois, c'est l'inclusion. Maintenant, ce que Dr. Henny a dit, c'est quoi? C'est accepter. Est-ce qu'on vous a accepté sur la table? Est-ce que vous avez un mot à dire sur la table? Si vous n'avez pas de mots à dire sur la table, mais vous êtes seulement, c'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne veux jamais être figurant. Tu vois? Donc, le plus grand truc qu'on nous a accepté, c'est nous donner la chance de faire, Service Canada nous avait donné vraiment une chance de produire. Quand je vois le gens qui me disent « Merci Paul, j'ai eu du travail. Merci Paul, j'ai eu ceci. » Quand je voyais au centre beaucoup de gens, quand il y a une femme là, éthiopienne qui était morte, il n'y avait pas où aller faire le deuil. Vous savez, avec nous, il y avait beaucoup d'histoires de deuil. Ils sont venus faire le deuil au centre pour 1 mois. Quand il y a eu la famille congolaise qui était dans le feu. J'ai vu beaucoup de gens venir et dire, le centre est là, on va vraiment
chercher qui a tué ces gens. Oui. Là, on a Et- vu l'inclusion, oui. oui. Et moi, j'étais témoin de ça, Paul. Oui. J'étais témoin. Je vois. Et jusqu'à présent, je veux te remercier pour ce que tu Oui. as fait dans la communauté. Oui. Et c'est pourquoi ma prochaine question va directement aller dans ça. Paul and Dr. Annie, both, thank you very much de ce que vous avez partagé pour le mot inclusion, parce que ce mot est mal compris et mal utilisé. Et d'avoir accès à des opportunités, de pouvoir participer, d'avoir accès à des mentors, de faire confiance à ces personnes et d'être accepté et associé aux décisions, c'est quelque chose qui est clé, c'est quelque chose dont vous avez parlé clairement ici. So, La question que je vais demander, and the question I'm going to ask is, la question que je vais demander, donc ce que vous avez défini comme inclusion, Paul et Dr. Annie, could you please tell me l'intégration et de l'établissement comment les personnes immigrantes francophones racialisées. And how could the integration and settlement sector can better support comment est-ce que le secteur pourrait mieux soutenir les personnes immigrantes? D'abord, c'est définir le mot intégration. Et puis, un jour, j'ai parlé à ma femme, elle me dit que nous tous, quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu es venu faire au Canada? On va te dire que chercher une bonne vie. Maintenant, qu'est-ce que la définition d'une bonne vie? Donc, ça dépend. Quand on définit très bien l'intégration, c'est là on va voir que est-ce que on a donné l'opportunité aux autres? Parce que si tu n'as pas, comme Dr. Iny dit, si tu n'as pas de décisions sur table, mais comment est-ce que tu vas voir que tu es intégré? Quand tu vois partout, tu ne vois pas quelqu'un de chez vous. Je vais vous donner l'exemple sur l'histoire de l'enseignement. Quand tu passes partout, tu ne vois pas un enseignant qui est comme toi. Quand tu passes dans les écoles, celui que tu vois, c'est celui qui nettoie. Comment est-ce que tu vas avoir l'intégration? Tu vois. Le problème, c'est avoir à côté de toi. Je me souviens, quand j'ai terminé à VCC, on m'a donné le Distinguished Award à VCC. Il y a beaucoup maintenant des enfants qui sont partis à VCC. Dire qu'en Copo, donc tonton Paul est parti là-bas, tu vois, c'est très bien. Donc, c'est être ensemble, par exemple, maintenant, quand on part, nous, quand on est venu, on avait vu des professeurs, on avait eu le seul exemple qu'on avait vu, c'était Dr. Iny qui était professeur à UBC. Mais on s'est demandé, mais professeur à UBC? Tu vois, maintenant, avec l'intégration et les recettes, c'est donner la chance aux organismes à avoir le fonds pour aider les autres à s'intégrer. Et puis, en tenant compte de la culture, c'est vraiment très important, tu vois. Parce que c'est en étant, par exemple, c'est en étant dans les recettes, même c'est quoi? C'est comment s'intégrer. Comment s'intégrer, c'est quoi? C'est comment avoir le boulot, avoir les enfants dans les écoles, avoir du ceci. Donc, c'est tout le parti là. Si on réussit à faire ça, vous allez voir que tout va être mieux. Excellent. Je crois que tu as raison, Paul. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'avais écrit un article où je disais exactement que l'intégration, en plus de tout, il y a aussi le côté économique et que la reconnaissance des compétences et des diplômes est très important pour les nouveaux arrivants. I just want to say to Paul, thank you so much for sharing with us these ideas about integration. Merci beaucoup, Paul, d'avoir partagé avec nous et le processus d'avoir un travail et de pouvoir répondre aux besoins économiques en plus de tout. Dr. Iny, j'ai une question pour vous, Dr. Iny. Your book is in French. Votre livre est en français et beaucoup d'entre nous
votre livre est en anglais et nous sommes francophones. Est-ce que votre livre va être traduit en français? Et avant que je fasse un commentaire, je vais rajouter sur ce que Paul a dit. Il y a deux choses au sujet des communautés racialisées. Ceci provient de mon expérience. Il y a deux choses à quoi penser. Une chose est le soutien des institutions, Et la deuxième chose est le soutien à partir de base, le soutien de base. Et il faut avoir suffisamment de fonds afin de pouvoir soutenir la communauté francophone. Ça, c'est pour les institutions, quoi qu'il en soit. Et donc, il faut avoir suffisamment de financement pour faire ceci. Et donc, à partir de la base, tout francophone individuellement au Canada, chaque Noir au Canada a... L'interprète n'a pas compris. Et où il faut identifier les questions importantes qui sont pertinentes pour votre communauté, avec un objectif, le facteur de succès et l'objectif sur lequel il faut se baser pour soutenir. Et sans ça, vous allez d'un plus à l'autre. Et donc, pour mon livre, il y a beaucoup d'exemples dans le livre de beaucoup de choses qui se sont passées pour les Noirs et pour moi, peu importe où vous vous trouvez en tant que Noir. Et il faut vraiment regarder ceci. Il n'y a pas suffisamment de copies qui ont été imprimées. Quelqu'un que je connais à un degré en français, parle français et est suisse, et maintenant à Vancouver en tant qu'administrateur. Et je vais lui demander que quand il n'y aura plus de livre, de le traduire en français. Est-ce que ça va? Oui. Paul, voici moi ce que je vais proposer, si tu es d'accord, parce que tu auras le temps d'ajouter à ce que Dr. Eni a dit. Là maintenant, je regarde le temps et je me rends compte qu'on doit passer aux questions et peut-être qu'on reviendra plus tard à ton intervention pour pouvoir ajouter. Est-ce que ça te va? Oui, ça va. C'était seulement pour le livre. Je voulais seulement lui dire qu'il y a un programme Human Library. Human Library, c'est un programme que j'ai demandé de fonds. Qu'est-ce que dit? Quelqu'un peut lire le livre et dire ça à quelqu'un. Tu peux voir le livre là, je l'ai dit, et puis moi-même, je l'ai dit aux francophones. Donc, c'est ce que je voulais seulement dire. Excellent. Dr. Eni, I'm sure you got the translation. Excellent. Dr. Eni, je suis sûr que vous aurez la traduction en anglais au sujet de la bibliothèque humaine. Si vous ne voulez pas imprimer plus de livres, quelqu'un pourra lire votre livre et le communiquera à d'autres personnes. On appelle ça le tam-tam de Bruce. Et donc, nous allons passer aux questions. Comme on appelle, à une rubrique de questions. Et nous voulons savoir comment les gens répondent. We want to know how people are going to Les gens répondent aux questions. Donc, ça, c'est juste une petite portion de la question. Donc, si vous avez des questions, on pourrait peut-être enlever la diapo pour poser des questions directement au Dr. Eni et à M. Mulango. Donc, il y a une question pour Paul. Comment les gens connaissent votre centre? C'est depuis 2003. On fait beaucoup des activités. Par exemple, maintenant, on est sur 720 12e Street. Donc, c'est des bouches à oreille. Et puis, on n'a pas beaucoup de fonds. Donc, c'est des bouches à oreille que beaucoup de gens connaissent notre centre. Parce que quand tu as le principe du centre, c'est quoi? Quand on a bien fait le travail, vous allez voir que beaucoup de gens vont venir. Quand on n'a pas bien fait le travail, beaucoup de gens ne peuvent pas venir. Il y a parfois que je me dis qu'on laisse, mais il y a beaucoup de gens qui viennent qui disent non, comment est-ce qu'on va faire si vous laissez? C'est ça.
Merci beaucoup, Paul. Donc, bouche à oreille, word of mouth is how people find. Comme de bouche à oreille, c'est comme ça que les gens connaissent votre centre. Et pardon, Dr. Magassa, avant de passer à l'autre, vous pouvez m'envoyer un message privé. Si vous voulez m'envoyer un message privé, je peux communiquer ce message privé à Dr. Magassa. Et donc, si quelqu'un ne veut pas poster leurs questions publiquement, En public, oui. There is a question about... Il y a une question, et donc Money Best, et donc c'est un organisme auquel nous nous référons. Est-ce que oui ou non vous référez ou pas, Paul? Et donc, cette question, il y a beaucoup de références et on travaille beaucoup avec Mosaic, avec ANSYS. Et donc, il y a beaucoup. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont référés. Et donc, même si ça n'est pas... Excellent. Merci beaucoup. J'ai une question. I have someone who raised her hand. Orly Mulanga. Donc, Orly, vas-y, go ahead. Is your question directed to Dr. Eni or Paul? You can also say if you prefer. Si votre question est pour Dr. Eni, thank you very much, Dr. Moussa. It's just... il y a 1 année et demie. Donc, je travaille au réseau d'immigration francophone. Moi, ma question était peut-être adressée à M. Paul par rapport à son expérience dans le domaine des offres de services en français. Qu'est-ce que vous avez constaté comme étant des besoins, les différents besoins que présentent les francophones venant de pays parlant français et les Africains venant de pays parlant anglais? Parce qu'il y a 2 types, comme le docteur Eni avait dit, qu'il y a un groupe d'immigrants africains qui viennent de pays francophones et il y en a qui viennent de pays anglophones. Et est-ce que leurs besoins, à quel niveau se situent les différences en termes des besoins qu'ils présentent? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était par rapport aux organisations africaines qui existent ici en Colombie-Britannique. Quelle est la difficulté que ces organisations ont pour qu'ils ne se fassent pas connaître? Parce que moi, je suis tombée sur la fédération francophone, comme je le dis, par accident. Et c'est grâce à la communauté francophone, la fédération francophone, que j'ai appris qu'il y avait une communauté africaine ici à Vancouver. Et cette occasion me permet de rencontrer des Africains qui parlent aussi français. Et je suis émerveillée à la fois. À la fois, je me dis, mais vous étiez partis où? Vous étiez où? Comment on ne vous voit pas? On n'entend pas parler de vous. Qu'est-ce qui se passe? Excellent, excellent. Merci beaucoup, Orly. Paul, j'espère que tu as les 2 questions que Orly a posées. La première, c'est de savoir la différence dans les besoins des nouveaux immigrants, dépendant d'où ils viennent. Alors, tu peux répondre d'abord à cette première question. Oui, c'est que votre question est vraiment très bien parce que moi aussi, je viens de là. Je suis congolais, le Congo parle français. Je suis parti en Zambie pendant 6 ans. La Zambie, c'est un pays anglophone. J'ai eu 2 enfants. 2 enfants là, ils ont fait, ma fille avait fait seulement première donc, au Congo. Et puis en arrivant en Zambie, il n'a pas fait vraiment une école très bien en tant que réfugié. Là, quand on vient ici, et, par exemple, les autres qui sont venus comme réfugiés au Congo, qui sont francophones, eux, ils peuvent venir ici, ils connaissent bien le français. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je les appelle franco-anglaises. Tu vois. Maintenant, les difficultés viennent en quoi? Si tu vois tous les enfants franco-anglaises qui partent dans les écoles francophones, ils ne réussissent pas. Parce qu'on le voit qu'ils sont francophones. Alors qu'ils ne sont pas francophones, ils sont franco-anglaises. Ils sont nulle part. Donc, il n'y a pas quelque chose
que pour aider ces enfants-là. Tu vois. Tandis que les autres qui sont venus dans les pays francophones, eux partent et réussissent parce qu'ils ont fait, donc ça dépend aussi des pays. Maintenant, quand tu dis que tu ne vois pas les organisations, et le centre, c'est le seul organisme francophone qui est là. Mais maintenant, c'est quoi? Avant, on avait une grande place. Parce qu'il y a beaucoup des organismes qui sont malades, qui n'ont pas de bureau. Mais il y a des organismes qui ont des bureaux. Tu vois, le centre d'intégration, par exemple, en connaissant maintenant, par exemple, heureusement, je te vois, merci beaucoup, tu travailles là-bas, c'est parce que l'effort du centre est allé faire dire qu'on a des immigrants africains. Oui. Tu vois, c'est maintenant quand, avec votre travail, tu peux maintenant aller en avant, dire que, par exemple, on fête le 26, il y a Black History Month, tu vas venir, et puis tu vas trouver beaucoup de francophones là-bas. Oui. Super. Merci beaucoup, Paul. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Donc, Paul va revenir et il dit c'est les différents besoins des immigrants francophones ici au Canada dépendent de leur origine et leur historique. Et donc, quand on parle de la communauté noire, ces communautés viennent de différents endroits, de différents pays. Et les besoins par rapport à leur expérience sont divers. Et c'est la même chose pour les immigrants francophones. J'ai une autre question à rajouter. Paul, je vais te la poser. Paul, la question est, et je me demande, les professionnels francophones dans des positions de leadership, des organisations de leadership dans le secteur d'établissement, comment est-ce que ça se passe? Avec les francophones noirs qui sont des professionnels, comme toi et moi, des gens comme Amanda, comme Orly, bon, qui sont en train de travailler dans les organisations francophones, dans le secteur de l'immigration et de l'établissement. Qu'est-ce qui se passe et quels sont les bénéfices et les défis? Bon, ce que j'ai dit avec le professionnalisme, c'est quoi? Être ensemble et pas se combattre. Aider les organismes. Quand vous êtes dans vos chairs, aider les organismes. Parce qu'on n'est pas là pour être... on n'est pas là pour se combattre. On est là pour aider le nôtre à s'intégrer. C'est là que, par exemple, si vous avez les informations, il faut leur donner. Par exemple, un jour, venir visiter le centre. Alors, sur les tables, par exemple, si le centre n'est pas sur la table, dire aussi que, il y a quelque chose ici. C'est ce qui est très important. Par exemple, pour moi, maintenant, je suis très content parce que quand on voit maintenant nos fesses, c'est donc on a bien travaillé. On n'a pas travaillé pour nous-mêmes, on a travaillé pour l'intégration de nos gens. Donc, si vous êtes si vous travaillez comme ça, c'est maintenant être ensemble, c'est dire des informations, et puis, parce que nous tous, c'est quoi? Nous tous, c'est comment aider les nôtres à s'intégrer. Excellent. Paul, je vais demander, oui, Dr. Eni veut dire quelque chose. Dr. Eni, go ahead. I was going to come. Dr. Eni, allez-y. J'allais vous demander de parler du leadership noir dans les organismes, mais allez-y de votre commentaire. So, Dr. Eni, oui, à vous. Donc, de mon expérience, les organisations noires au Canada ont de la difficulté à coopérer et à collaborer pour atteindre un objectif. Je sais, en Colombie-Britannique, il
Il existe donc différents intérêts en présence au sein de la communauté francophone noire. J'ai parlé à l'un d'eux à Victoria via webinaire la semaine dernière. Et à Vancouver, j'en connais au moins 2. Alors, comment se fait-il que les organisations ne peuvent pas s'allier pour un objectif commun, pour un succès, un facteur de réussite concret, pour créer, établir une présence dans la province, qu'en établissant des alliances, des organisations qui ont réussi dans cette voie. Et il y a des organisations que j'en connais qui ont réussi. Et il y en a quelques-unes, quand elles ont commencé, elles ont donc établi une présence solide, robuste. Et là, elles sont donc à l'aise pour ce qui est d'aider les immigrants venant de ces origines. Donc, je voulais juste donner cet exemple. Et ensuite, on peut passer au leadership. C'est très bien, Dr. Henny, parce que justement, l'une de nos questions posée par un des participants. Est-ce qu'il y a des recommandations pour ce qui est des changements structurels dans le cadre des institutions d'établissement et le rôle des bailleurs de fonds? Les deux participants panélistes, Paul et Dr. Ennis, si vous avez des recommandations sur comment changer les structures comment on appelle, des organisations dans l'établissement et l'intégration, et aussi le rôle des financiers, le rôle des organisations qui les financent. So, anyone want to take a quick stab on that? Je voudrais donc se lancer dans le problème. We need to find the grassroots. Il nous faut trouver les organismes sur le terrain, parce que les organismes là sur le terrain, ce sont ont la clé justement de la réussite. Ici au Canada, d'abord, on trouve la famille. Est-ce qu'il y a une famille? Après, on trouve la communauté. Par exemple, je viens du Congo, je trouve la communauté congolaise. Où est-ce que je peux acheter mon foufou? Où est-ce que je peux acheter mon sombé? Tu vois. Après, maintenant, je pars dans les organismes. Est-ce qu'il y a les organismes qui peuvent m'aider en ça? Le problème de Fanda, ils ont oublié le grassroots. Surtout dans l'histoire francophone, on n'a pas bien géré le grassroots organisation. C'est le grassroots qui est parti dire qu'il y a l'immigration. Oui. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'intégration des francophones, parce qu'il n'y a pas de grassroots organisation pour donner le sol. C'est différent avec le Service Canada. Service Canada, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le fonds aux grassroots. Yeah. So Paul is making a difference here in terms of the. Donc, quelle est la différence que l'on voit? Par exemple, ça veut dire que le financement devrait être adressé également aux organismes sur le terrain. Si on veut combler les lacunes, mettre fin à l'isolation ou la fragmentation dans la communauté francophone. Mais j'ai deux questions ici. J'ai une question que Lisbeth demande et j'ai aussi une question dans le chat. Alors, il faut aller vite. I have two questions and we only have 3 minutes to go. So both Dr. Henny and Paul. Faire vite parce que nous avons 2 questions et nous voulons donc donner une chance à Dr. Henny et à Paul d'y répondre. Alors, on va d'abord parler à cette question. Une question seulement pour toutes les organisations qui travaillent avec les francophones, parce que souvent, moi, j'ai travaillé avec le Downtown Planning Tables pendant 7 ans. Et quand on essaie d'inviter une société francophone pour représenter et avoir une place dans la réunion communautaire, on n'a pas trouvé, on n'a pas avoir des succès. Comment est-ce qu'on peut le faire quand on a dans la communauté? C'est au centre-ville, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement les francophones, mais nous voudrions avoir la représentation des francophones là. Et comme ça, les familles qui sont au centre-ville pourront reconnaître ou savoir des services qu'on a pour les francophones. Excellent. Merci beaucoup, Lisbeth. Paul, tu as 1 minute pour répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai dit que le funding pour le grassroots, tu vois, si par exemple, on n'a pas de fonds, c'est vraiment difficile d'aller partout parce qu'on n'a pas de mankind pour aller partout.
Tu vois, c'est le problème, c'est le problème de Fanda. Parce que dans les communautés anglophones, ils ont eu donc, il y a le subvention pour tout le monde. Mais le problème francophone, il n'en a pas. C'est vraiment très difficile. Tu vois, par exemple, le centre, avant, nous, on nous disait qu'on n'était pas francophone. C'est quand on a vraiment fait l'effort, c'est pour cela qu'on nous a acceptés. Maintenant, en acceptant, on nous accepte, mais il n'y a pas de fonds sur ça. Oui. Merci beaucoup, Paul. Dr. Eni, do you wanna take a stab on this question? 1 minute. Go ahead. Yes. Oui. Chaque organisation, chaque groupe, entre guillemets, chaque groupe ethnique qui a donc réussi d'une façon simple ou grande, petite ou grande, c'est grâce à son leadership, au leadership. S'il n'y a pas du leadership désintéressé, quelqu'un qui est là, prêt à prendre des risques. Si on change la présidence chaque année, une année, un nouveau président, l'année prochaine, un autre nouveau président, sans qu'il y ait une période où on peut se concentrer à réussir quelque chose, on reste dans la marginalisation. Donc, ma suggestion, là, particulièrement pour les organismes, pour les francophones, donc ceux en Colombie-Britannique qui parlent français, j'allais justement à certains des bureaux pour demander à leurs représentants de participer aux réunions du VMS. Parfois, je réussissais, mais parfois non. Alors, pensez soigneusement à cette notion de leadership. Le leadership et des objectifs qui vont vous mener à ces facteurs de réussite essentiels. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci, Dr. Eni. Je vais prendre une seule minute encore. J'ai cette question qui est là et je pense qu'elle est très importante. Est-ce qu'il y a des services spéciaux pour les femmes immigrantes, comme des ateliers d'éducation chez vous, Paul? Est-ce qu'il y a des services spéciaux pour les femmes, comme des ateliers pour l'emploi et aussi pour les enfants? Ça que je vais le répéter en anglais. Est-ce qu'il y a donc des services spécialement conçus pour les femmes dans votre organisation et pour les enfants? Yes. Tout le service vient avec le fonds. Parce que si on n'a pas de fonds, on ne peut pas créer quelque chose comme ça. Mais avec New Horizons for Seniors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des services, il y a des fonds, mais on a équipé aussi de femmes là-dedans. Ça devient intergeneration. Donc, le jeune et le vieillard. C'est quoi? C'est comment trouver l'emploi. Mais nous, on connaît aussi comment aider les femmes, où est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'avec beaucoup de femmes, par exemple du Congo, ils sont venus avec beaucoup de traumas. Avec la guerre, avec beaucoup de choses. Mais il faut avoir un service spécialisé comme le centre pour indiquer très bien qu'il y a un problème. Maintenant, quand le FAND ne donne pas ça, parce que ce sont les FAND qui ne reconnaissent même pas ça. C'est à nous maintenant d'aller dire au gouvernement qu'il y a un problème. Oui. Paul, merci beaucoup. Je crois que ça, c'est une réponse très pertinente, comme quoi que les besoins des nouveaux arrivants francophones africains est spécifique et souvent n'est pas le même que les autres. Et il faut que les funders comprennent ça. So, Dr. Eni, as you can hear Paul say, and I think you will agree with it, that. Je pense que vous allez aussi être d'accord qu'il faut avoir donc des trajectoires de financement précises pour ce groupe d'immigrants. Donc, je vais passer à une section spéciale de cet après-midi. Donc, ça, c'est encore comme on a fait tantôt. C'est une question que nous voulons poser. Et
Et la question, c'est, je vais le lire en français et en anglais. I'm going to read this question. It is, do you have any resources? Avez-vous donc les ressources, les outils, des pratiques exemplaires, de bonnes pratiques que vous avez créées ou mises en place dans votre organisation pour appuyer les communautés racialisées et que vous voulez impartir à tout le monde? Sinon, quels seraient vos besoins? Quel compromis peut-on établir aujourd'hui pour qu'on puisse se retrouver l'année prochaine et en partager en février 2023? Des outils ou des bonnes pratiques que vous avez créées ou mis en place dans votre organisation pour soutenir les communautés racialisées et que vous aimeriez partager. Sinon, quels seraient vos besoins? Quel compromis d'action on peut tisser aujourd'hui afin que l'on puisse se retrouver l'année prochaine et l'exposer en février 2023? Maintenant, ça, c'est la question qu'on pose et je suis curieux de savoir les réponses que les gens peuvent donner ici. On a encore 10 minutes. We have 10 minutes here to engage in these conversations. Donc, nous avons encore 10 minutes pour discuter des réponses à ces deux questions. Mother Matter Center, donc on voit dans le chat, donc le centre avec des fournisseurs de services francophones, des programmes de soutien pour les mères immigrantes et leurs enfants d'âge préscolaire. Il y a le RMCS, will need more information to be able to make referral to French-speaking newcomers. Pouvoir offrir de l'orientation, de l'aiguillage vers des services francophones. People want to share. Dr. Magassa, I think we do have Hiba who has a question. Oh yeah, Eva? Je pense que nous avons Eva qui veut poser une question. Donc, Eva, allez-vous? Je n'ai pas une question, mais c'est un outil. So I will switch to... merci. Donc, je me présente, je m'appelle Hiba et je fais partie de la Fédération francophone de la Colombie-Britannique. Je travaille pour le service de développement communautaire. Et nous avons, au sein de la Fédération, concocté un outil qui est très innovant et loin des outils traditionnels qui s'appelle FrancoQuiz. Alors, c'est un outil, une application mobile bilingue où on invite les gens à répondre à des questions, des joueurs à répondre à des questions. Donc, cette application FrancoQuiz, elle est basée sur un circuit afférent à des thèmes spécifiques et où on met en valeur, où on met en avant des sujets qui nous touchent, des sujets qu'on veut aborder à travers une manière très ludique et divertissante. Donc, principalement, ça a été conçu pour participer au rayonnement de la francophonie et partager le patrimoine culturel, historique et artistique de la francophonie. Mais je vois très bien cet outil qui peut servir comme support de soutien des communautés racialisées. Donc, comme je dis, l'application, elle est bilingue. Donc, à tout moment, on peut passer de l'anglais en français. Et ce que nous avons fait, par exemple, avec le réseau, le RIF, le réseau Immigration francophone, c'est que nous avons créé un circuit qui est afférent pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, où on met en valeur, ou plutôt on met de la lumière sur ces figures, sur ces lieux, sur tous les événements qui ont contribué à façonner le patrimoine et l'identité de notre pays, mais de manière générale, mais aussi de la Colombie-Britannique de manière particulière. Donc, et où aussi on fait référence à l'association culturelle canado-haïtienne de la Colombie-Britannique et aussi le Centre d'intégration pour immigrants africains. Donc, je vous invite à découvrir ce jeu. Je vais mettre les liens sur le chat. C'est très simple. Il suffit de saisir FrancoQuiz sur les stores. Et je vous invite à le découvrir. Et pour peut-être les organismes qui désirent pousser la réflexion plus loin et créer leur propre circuit, notamment, je ne sais pas, mettre par exemple une trousse d'accueil pour les nouveaux immigrants, je vous invite à me contacter. Je mettrai également mon adresse email sur le chat. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Iba. Merci. Thank you, Iba. Une autre ressource, c'est l'Éducacentre. Bon, le programme de jeunes au travail du collège Éducacentre. Oui. J'ai une main aussi qui est levée. C'est Amanda, vas-y. Non, c'est juste plus pour repartir un peu sur le problème technique qu'on a eu au début. Si votre nom s'affiche en tant que Amanda Makosso, veuillez s'il vous plaît vous renommer, parce qu'on a eu un tout petit souci technique. Donc, de nombreuses personnes portent mon prénom et mon nom. Mais si vous pouvez juste mettre vos noms et prénoms réels, ce serait vraiment bien, ainsi que le nom de votre organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amanda.
Et là, on Merci, Amanda. a quelqu'un qui parle du YMCA, Summer Work Student Exchange Programme, qui est aussi quelque chose qui peut aider. Donc, vous pouvez voir la translation. Donc, c'est écrit en anglais, un programme du YMCA, un programme d'échange étudiant. Et il y a Paul, vas-y. Oh, OK. Au YMCA, vraiment, je vous dirais que quand j'ai commencé les centres, il y a beaucoup de Noirs qui travaillent maintenant au gouvernement fédéral. C'est grâce à ces programmes-là. C'est un programme vraiment qui n'est pas vraiment connu, mais qui est très, très bien. Parce que c'est un programme qui aide le bilingue, donc le jeune qui parle français et anglais, pour travailler dans le... Avant, on était vraiment en contact avec les autres directeurs, mais il y a maintenant 3 ans qu'on n'est pas vraiment en contact avec. C'est un bon programme. Et puis, ce que je dirais aussi qu'il y a d'autres programmes, il faut les taler, la culture africaine. Il y a des programmes et programmes. Il y a des programmes qui sont bien talés dans la culture africaine. Je vais vous donner l'exemple pour nos élèves. Ma fille est venue, elle n'a jamais fait l'école primaire. En venant au Canada, elle est dans le grade 8. Qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Mais on va dire qu'il y a des programmes. C'est en contactant le grassroots qu'on peut donner, qu'on peut vous dire comment étaler vos programmes. Merci beaucoup, Paul. Ça, c'est très important. Paul is really insisting that any organization will really... Nous insistons que toutes les organisations qui veulent travailler à combler les lacunes qu'il y a dans le système, il existe une façon d'y arriver, c'est tout simplement de rejoindre, de communiquer avec les organismes sur le terrain. Les organisations communautaires sont là pour vous fournir certaines de ces informations que vous avez besoin. Je vois que dans le chat, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. I see that there is a lot of information in the chat. Énormément d'informations qui se déversent dans la fenêtre de clavardage. Qui s'en viennent aussi, que vous pouvez copier. Moi, peut-être, ce que je vais ajouter ici, c'est encore vous rappeler qu'il y a l'organisation qui s'appelle RMCS. And RMCS is insisting that they need more information to be able to... qu'il leur faut plus d'informations pour pouvoir faire du référencement de l'aiguillage vers l'organisation. Donc, RMCS, francophones. Si vous voulez vraiment les retrouver, que vous leur donnez un peu plus d'informations pour qu'ils puissent, des informations sur votre organisation pour qu'ils puissent vous référer certains des nouveaux arrivants. Donc, maintenant, ce que moi, je vais proposer, c'est qu'on va aller au prochain next slide. Mais avant de passer à Réseau Santé, qui je vais appeler pour nous faire une présentation, before we go to Réseau Santé, je veux vraiment remercier nos panélistes, M. Paul Moulengo, du Centre d'intégration des immigrants francophones, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. I would like to thank Paul Moulengo, Mr. Paul. Je voudrais remercier M. Paul Moulengo aujourd'hui pour tout ce qu'il nous a imparti, sa perspective, ses excellentes idées et ses stratégies que nous pouvons à notre tour utiliser dans nos travaux. Je voudrais... Because Dr. Eni, as Paul said, je voudrais aussi rendre hommage au Dr. Eni. Eni, vous êtes notre sage, vous êtes notre pionnier, vous étiez là avant nous, avant que nous arrivions. Merci beaucoup, parce que vous avez parlé d'être à la retraite, mais je dis pour eux, à la retraite, mais pas fatigué, encore vert et jeune. Donc, merci pour tout ce que vous apportez à nos communautés, pour votre leadership et la sagesse que vous continuez de nous impartir. À vous tous. Je remercie aussi à tous ceux qui sont là. Donc, nous allons passer à une petite présentation de Réseau Santé. We're going to listen to Réseau Santé sharing with. Nous allons donc entendre la présentation de Réseau Santé. Merci. Femmes. Pardon. Réseau Femmes, I keep saying Santé, Health, but it is another organization, I suppose. Oui, c'est Réseau Femmes. Donc, It is Réseau Femmes. Bonjour tout le monde, mon nom est Nouré Naïe, je fais partie du CA de Réseau Femmes Colombie-Britannique.
Je suis aussi la présidente de l'Alliance des femmes francophones au Canada. Et l'Alliance des femmes francophones a fait, avec l'aide d'IRCC, une étude qui est une étude première en son genre sur les besoins spécifiques des femmes immigrantes francophones en situation minoritaire au Canada. Donc, cette étude a été très intéressante. Elle a été faite dans plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique. Et elle a soulevé des besoins que les femmes d'immigrantes francophones vivent, leur réalité et leurs besoins. Là, on est dans la deuxième phase où, après cette étude, on aimerait justement travailler sur la capacité et le renforcement de capacité de nos organismes, justement, par rapport aux femmes immigrantes francophones. Donc, je vous invite à aller sur le site web de l'Alliance des femmes francophones, la FFC, et de jeter un coup d'œil sur cette étude. C'est très intéressant. Et pour la deuxième étape, on aimerait inviter les organismes justement qui travaillent avec les femmes francophones immigrantes. On veut collaborer avec ces organismes pour justement travailler sur le renforcement de capacité de ces organismes par rapport à ce qui est des femmes immigrantes. Donc, on a un atelier le mardi 1er mars de 10h à midi et on vous invite à participer parce qu'on a besoin d'entendre aussi ce qui se passe dans vos organismes, justement pour pouvoir créer des outils. Donc, les principaux sujets qui seront abordés, ce seront premièrement les capacités existantes déjà dans vos organismes, peut-être les partager pour comprendre comment vous faites, pour que d'autres organismes en prennent conscience, mais aussi repérer les domaines où les capacités ont besoin d'être renforcées. Donc, ce serait très important que vous fassiez partie de cet atelier et on va identifier justement les domaines prioritaires pour avoir un plan de renforcement des capacités de l'écosystème de l'immigration francophone dans la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique. Donc, ce sera le 1er mars de 10h à midi et on vous enverra un lien pour vous inscrire. S'il vous plaît, faites partie de cette table, c'est très important. On a écouté les femmes immigrantes et là, on a besoin d'écouter justement vos organismes pour pouvoir renforcer les capacités et créer des outils. Voilà. Merci beaucoup, Nour. Vraiment, merci à tout le travail que votre organisation et aussi toutes les organisations dans la communauté font. Oui, je vois que vous avez 3 minutes où vous voulez prendre des questions et on va ouvrir s'il y a des gens qui ont des questions pour nous. J'ai juste rajouté que l'atelier sera animé par la personne qui a justement fait la recherche, qui est Madame Denise Beaulieu. Voilà, c'est juste pour... Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour nous? On a encore 1 minute ou 2. Alors, merci beaucoup Nour et merci beaucoup à vous tous. Là maintenant, nous allons passer à la dernière section de notre événement cet après-midi. Revenir à la dernière partie de cette séance cet après-midi. Et pour moi, je vais donc laisser la parole à Amanda et à Coralie. Et je voudrais vraiment profondément vous remercier tout un chacun pour votre apport, pour le magnifique travail que vous accomplissez. Je suis donc Missa Mwegassa. Vous avez mes coordonnées dans la boîte de discussion. Demain, j'organise un autre événement sur le campus de l'Université de Victoria et qui donc s'appelle tous les jours l'essence de la race noire. Parce qu'on parle de l'histoire des Noirs, je dis non, il ne s'agit pas de limiter ceci à un mois. Notre excellence, notre contribution à ce monde ne se célèbre pas simplement en tel mois, c'est chaque jour que les gens de race noire contribuent et continuent de contribuer à l'humanité et à l'édification du monde. Et comme je le dis en Afrique du Sud, Ubuntu, Ubuntu, vous devez être un humain pour savoir que vous devez vous mettre au service de votre prochain et que les gens de race noire sont effectivement des gens, des humains. Alors merci pour tout ce que vous faites pour non seulement recevoir, mais aider non seulement les gens de race noire, mais tout être humain.
Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, merci. Merci beaucoup, Dr Magassa. Merci à notre panéliste pour nous avoir offert leur perspective, leur réflexion, cet apprentissage qui nous est offert à tous, cette occasion de partager, de nous rassembler. Et comme le Dr Magassa l'a dit, ceci s'adresse à tout un chacun et pas simplement aux gens de race noire. On parle de diversité, on parle d'inclusion et on sait l'importance justement de ces perspectives, de la diversité, de l'inclusion et d'avoir l'apport de toutes les communautés ici. Un énorme merci à Paul Moulangou, au Dr Eni, au professeur Magassa de nous avoir ouvert leur cœur et partagé leur parcours. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Si vous avez... Ok, no slide, c'est pas grave. Si vous avez des questions au sujet des activités du RIF et des services offerts par la communauté francophone, sentez-vous libre de prendre contact avec nous via les coordonnées de ma collègue Saskia qui sont juste ici. Et puis, je laisse aussi la parole à Amanda pour tout ce qui est aspect feedback et puis pour clôturer ce webinaire. Et nous voulons aussi remercier nos bailleurs de fonds pour d'avoir appuyé cet événement, d'avoir donné l'occasion de nous exprimer, d'exprimer comment nous nous ressentons dans la communauté francophone et de nous rassembler, qu'ils soient francophones ou non, pour dialoguer ensemble, parce que c'est important justement pour nous. Et c'est ainsi que nous pouvons aller de l'avant en tant que pays, un pays merveilleux. Merci donc, merci à tous d'avoir participé à cet événement. Merci à mes collègues d'AMSA pour leur encadrement et aussi à notre PDG Katie Crocker et qui ne pouvait être présente ici avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier les interprètes, les traducteurs, la visualiste Alina pour les beaux dessins et les membres de notre panel qui nous ont partagé leur vécu, leurs expériences et qui nous ont apporté une belle perspective grâce à ces dialogues. Merci Dr Eni, Paul Moulango et professeur Magassa. Et je voudrais remercier ma collègue Coralie et Saskia de FFCB pour leur appui et leur contribution. Merci à tous. Et on va donc se retrouver à d'autres événements collaboratifs, d'autres événements futurs d'AMSA.